Bonjour les amis, bonjour les passionnés d'histoire, les curieux du passé, les explorateurs du temps présent. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre rendez-vous préféré, l'historien du dimanche. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait rêver, qui intrigue, qui soulève parfois des passions. L'idée des sociétés matriarcales dans l'histoire antique. On a tous cette image, cette idée que l'histoire, la grande histoire de l'humanité, a toujours été écrite par des hommes, gouvernée par des hommes, dominée par des hommes. Des rois, des empereurs, des généraux, des patriarches. C'est une vision très ancrée, n'est-ce pas? Une vision qu'on appelle patriarcale. Mais si je vous disais que ce n'était pas la seule voie possible? Et si je vous proposais de partir à la recherche d'une histoire alternative, d'une autre façon de vivre et de s'organiser, où les femmes auraient joué un rôle central, peut-être même prédominant? C'est ce que nous allons tenter d'explorer ensemble aujourd'hui. Alors, accrochez-vous, car le voyage sera fascinant et parfois un brin déroutant. Car la notion de matriarcat est bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. D'abord, mettons les choses au clair. Quand on parle de matriarcat, qu'est-ce qu'on entend précisément? Très souvent, l'imaginaire collectif se projette sur une sorte d'inversion du patriarcat. C'est-à-dire un monde où les femmes domineraient les hommes, les gouverneraient, les opprimeraient même, peut-être. Un monde de gynocratie, au sens strict, où le pouvoir serait exclusivement aux mains des femmes et s'exercerait astérisque sur astérisque les hommes. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, des preuves archéologiques ou historiques de sociétés ayant fonctionné sur ce modèle précis, où les femmes auraient exercé une domination politique et sociale systématique sur les hommes, eh bien, on n'en a, à ce jour, aucune trace formelle, universellement reconnue. Mais alors, est-ce que ça veut dire que l'idée même de matriarcat est une illusion, un mythe sans fondement? Pas du tout, c'est là que la nuance est importante. Ce que les historiens et les archéologues entendent par matriarcat, ou, plus souvent, par société à tendance matriarcale, c'est quelque chose de bien plus subtil et, à mon avis, encore plus intéressant. On parle plutôt de système où l'organisation sociale et familiale est centrée sur la mère, sur la lignée maternelle. Des sociétés où les femmes jouissent d'un statut élevé, d'une grande estime, d'une influence politique, économique ou religieuse significative. On parle de matrilinéarité. Astérisque ça veut dire que l'héritage, le nom de famille, l'appartenance au clan, tout ça se transmet par la mère. C'est elle qui assure la continuité de la lignée. Matrilocalité. Quand un couple se forme, c'est l'homme qui vient vivre dans la famille de la femme, ou près de sa famille. La femme reste le pilier de son foyer d'origine. Matrifocalité. La mère, la figure maternelle, est au centre de l'organisation familiale et sociale. C'est autour d'elle que tout s'articule. Un statut élevé pour les femmes. Elles peuvent posséder des biens, choisir leur époux, divorcer, exercer des métiers importants, être prêtresse, voire participer aux décisions politiques. En somme, il ne s'agit pas d'une domination, mais plutôt d'une centralité, d'une prééminence, d'un respect accordé au féminin, à la maternité, à la capacité des femmes à donner la vie et à assurer la pérennité du groupe. Cette idée de matriarcat n'est pas nouvelle, elle a des racines profondes. Au XIXe siècle, des penseurs comme Johann Jakob Bachofen ont développé l'idée d'un âge d'or matriarcal, une sorte de paradis perdu où les femmes auraient régné avant l'avènement du patriarcat. Cette théorie, reprise ensuite par Friedrich Engels, a eu une influence considérable, notamment auprès de certains courants féministes du XXe siècle, qui y voyaient une alternative souhaitable au modèle patriarcal dominant. C'était l'idée d'une histoire cyclique, avec un temps où le féminin était au pouvoir, avant d'être renversé par le masculin. Mais voilà, la recherche archéologique et historique moderne nous invite à la prudence. Trouver des traces directes et incontestables d'un matriarcat, au sens d'une domination féminine systématique est, je le répète, quasi impossible. En revanche, trouver des indices de société où le féminin était vénéré, où les femmes avaient un statut remarquable, où la lignée maternelle était fondamentale, ça, c'est une toute autre histoire. Et c'est là que le voyage devient passionnant. Alors, remontons très loin dans le temps, bien avant l'invention de l'écriture, à l'aube de l'humanité, à l'époque du Paléolithique et du Néolithique. C'est là que l'on trouve les premières pistes, les premiers signes d'une possible centralité du féminin. Pensez aux fameuses Vénus, préhistoriques. Ces petites statuettes féminines, souvent aux formes généreuses, parfois sans visage, parfois très stylisées.
On en a trouvé des centaines, de l'Europe à l'Asie. La plus célèbre, la Vénus de Willendorf, date de près de 25 000 ans. Que représentait-elle? Des déesses mères? Des symboles de fertilité? Des amulettes pour assurer la fécondité des femmes et l'abondance des récoltes? On ne peut l'affirmer avec certitude, car ces peuples n'ont pas laissé de texte pour nous l'expliquer. Mais ce qui est frappant, c'est leur omniprésence et l'importance accordée à la représentation du corps féminin, de la capacité à donner la vie. Cela suggère une forte valorisation du principe féminin dans la pensée et la spiritualité de ces sociétés. Puis, au néolithique, avec l'avènement de l'agriculture et de la sédentarisation, on voit émerger des villages, puis des villes. Et là, certains sites archéologiques sont particulièrement éloquents. Je pense notamment à Çatalhöyük, en Turquie actuelle, une ville fascinante qui a existé il y a environ 9000 ans. C'était une des plus grandes et des plus anciennes cités du néolithique. Ce qui frappe les archéologues à Çatalhöyük, c'est l'apparente égalité sociale. On n'y trouve pas de palais gigantesques pour des rois, pas de temples monumentaux pour des dieux masculins dominants. Les maisons sont toutes de taille et de conception similaires. Les sépultures aussi montrent peu de différence entre hommes et femmes, riches ou pauvres. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, ce sont les nombreuses représentations de déesses mères, de figures féminines, souvent en position d'accouchement ou entourées d'animaux. Le foyer, le lieu de vie, de préparation de la nourriture, de fabrication des poteries, tout cela semble avoir été central et était traditionnellement le domaine des femmes. Certains archéologues, comme Maria Gimbuta, ont même suggéré que ces sociétés néolithiques, pacifiques et centrées sur la fertilité, pourraient bien avoir été des sociétés gynocentriques, c'est-à-dire centrées sur le féminin, voire matriarcales. L'absence de fortifications massives, de signes de guerre organisés, vient renforcer cette hypothèse d'un monde moins violent, où les valeurs de coopération et de fertilité étaient prédominantes. Passons maintenant à une autre civilisation énigmatique et fascinante, la civilisation minoenne, qui s'est épanouie sur l'île de Crète il y a environ 4000 ans, bien avant la Grèce antique classique. Quand on pense à la Crète minoenne, on imagine les palais somptueux de Knossos, de Phaistos, avec leurs fresques colorées, leurs taureaux bondissants, leurs labyrinthes. Ce qui frappe aussi, c'est l'absence quasi totale de représentation de souverains masculins ou de dieux guerriers armés, si fréquents dans les autres civilisations antiques. Au contraire, les figures féminines sont omniprésentes. Des déesses aux serpents, des prêtresses, des femmes participant à des rituels ou des cérémonies importantes. Elles sont représentées avec élégance, avec des robes magnifiques et des coiffures élaborées. Les femmes minoennes semblent avoir joui d'une grande liberté et d'un statut social élevé. Elles pouvaient assister au jeu du taureau, participer aux banquets, diriger des rites religieux. On n'a pas non plus trouvé d'armée permanente, de grandes fortifications militaires. Tout cela suggère une société pacifique, où le rôle des femmes, de la religion féminine et de la nature était central. Beaucoup d'historiens et d'archéologues considèrent la civilisation minoenne comme un exemple notable de société matrifocale, où le principe féminin et les déesses mères étaient au cœur de la spiritualité et de l'organisation sociale. Continuons notre périple en nous penchant sur une civilisation que l'on connaît un peu mieux par ses écrits et ses monuments, l'Égypte ancienne. L'Égypte n'était pas un matriarcat au sens strict, elle était dirigée par des pharaons, la plupart du temps des hommes. Mais, et c'est un grand mais, les femmes égyptiennes jouissaient d'un statut juridique et social incroyablement élevé pour l'Antiquité. Elles pouvaient hériter des biens, posséder des terres, gérer leurs propres affaires. Une femme pouvait intenter un procès, témoigner devant la justice, et même divorcer. C'était absolument extraordinaire à une époque où, dans d'autres civilisations comme la Grèce ou Rome, les femmes étaient considérées comme des mineures perpétuelles, sous la tutelle d'un homme. Et puis, il y a eu des reines pharaons, des femmes qui ont régné seules et avec une puissance incroyable. Pensez à Hatshepsut, qui a régné pendant plus de 20 ans et s'est fait représenter avec la barbe postiche et les attributs masculins du pharaon. Ou à Néfertiti, dont le buste est devenu un symbole intemporel de la beauté et du pouvoir. Et bien sûr, la dernière d'entre toutes, Cléopâtre, qui a tenu tête à Rome et a marqué l'histoire de son empreinte indélébile. Ces femmes n'étaient pas que des régentes, elles étaient de véritables souveraines, détenant le pouvoir suprême. Cela montre un respect, une capacité d'acceptation du pouvoir féminin qui est loin de ce que l'on observe ailleurs. Et les Amazones alors ? Vous savez, ces femmes guerrières mythiques dont parlent les Grecs, longtemps considérées comme de pures légendes, des fictions pour effrayer les jeunes hommes. Eh bien, l'archéologie nous a offert de belles surprises.
Les fouilles de Kourgan, ces tumulus funéraires de nomades scythes et sarmates, dans les steppes d'Eurasie, ont révélé des tombes de femmes enterrées avec leurs armes, des arcs, des flèches, des lances, parfois même des armures. Et certaines de ces femmes avaient des blessures qui suggèrent qu'elles avaient participé à des combats. Alors, les Amazones ont-elles vraiment existé? Pas exactement comme dans les mythes grecs, où elles vivaient sans hommes et coupaient un sein pour mieux tirer à l'arc. Mais ce que l'on comprend, c'est que dans ces sociétés nomades, il n'y avait pas de distinction rigide entre les rôles masculins et féminins. Les femmes étaient des cavalières accomplies, des chasseresses, et oui, des guerrières, aux côtés des hommes. Cela ne signifie pas que ces sociétés étaient des matriarcats au sens où les femmes les dirigeaient, mais cela montre une fois de plus une grande flexibilité des genres et un statut social, une autonomie, une capacité d'action des femmes bien au-delà de ce que l'on attendait. D'autres indices, plus fragmentaires, parsèment l'histoire antique. Par exemple, la région de la Lycie, en Asie mineure, où Hérodote, le père de l'histoire, au 5e siècle avant notre ère, note avec étonnement que les Lyciens se nomment d'après leur mère, non d'après leur père. La lignée matrilinéaire y était donc fondamentale. C'est un détail, mais un détail qui en dit long sur les différences d'organisation familiale et sociale. On trouve aussi des traces de figures féminines puissantes chez les Celtes, avec des reines comme Boudicca qui mena la révolte contre les Romains en Bretagne, ou encore des druidesses, des femmes sages et influentes qui participaient aux rituels et aux décisions. Là encore, pas de matriarcat à proprement parler, mais des femmes dotées d'une autorité, d'un pouvoir, d'une légitimité. Alors, qu'en est-il de ce fameux matriarcat, de cette quête d'un monde ancien gouverné par les femmes? Eh bien, nous n'avons pas trouvé de preuve formelle d'un empire matriarcal mondial où les femmes auraient écrasé les hommes. L'histoire est rarement une inversion pure et simple. Mais ce que nous avons découvert, et c'est tout aussi précieux, c'est la preuve de l'existence de sociétés où le féminin était vénéré, où les femmes jouissaient d'un statut social, économique et religieux considérable, où la lignée maternelle était au cœur de l'organisation familiale, où les rôles de genre étaient plus fluides et les femmes pouvaient être guerrières, prêtresses, reines ou maîtresses de leur destin. Ces sociétés ne sont peut-être pas les matriarcats rêvés du 19e siècle, mais elles nous offrent une perspective essentielle. L'histoire de l'humanité n'est pas un bloc monolithique patriarcal. Elle est diverse, riche en expérimentation sociale, en organisations différentes, en systèmes de valeurs où le principe féminin a souvent occupé une place prépondérante. La quête du matriarcat antique nous pousse à interroger nos propres biais, nos propres préjugés. Elle nous invite à regarder l'histoire avec de nouveaux yeux, à chercher les voix silencieuses, les figures effacées, les structures oubliées. Elle nous rappelle que le passé est un miroir, et que ce que nous y cherchons, et ce que nous y trouvons, peut nous en dire beaucoup sur ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être. L'histoire est rarement monochrome, n'est-ce pas? Et c'est cette richesse, cette complexité, ces nuances qui rendent notre exploration si passionnante. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une Vénus préhistorique, ou que vous lirez l'histoire d'Hatshepsut, pensez à ce voyage que nous avons fait ensemble. Pensez à ces mondes possibles, où le féminin n'était pas qu'une ombre, mais un pilier central, une force vive. Merci d'avoir exploré ces chemins sinueux de l'histoire avec moi aujourd'hui, chers auditeurs. J'espère que cette plongée dans les sociétés matriarcales de l'Antiquité vous a autant captivé que moi. N'oubliez jamais, l'histoire est un vaste terrain de jeu, plein de surprises et de leçons. Continuez à creuser, à vous poser des questions, et surtout, à rêver à d'autres mondes possibles. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et que la curiosité soit votre guide. Au revoir.